internautes, le plaisir pour nous de vous accueillir une nouvelle fois sur ces antennes même. C'est bel et bien la grande tribune qui ouvre exactement ses portes. Amis lecteurs, très chers téléspectateurs d'Afrique Média, bien le bonjour et merci de nous rejoindre en ce moment précis dans le cadre de votre émission phare. Pour ce jour, une bonne brochette des unes ont été sélectionnées pour vous permettre d'avoir toute la quintessence de l'actualité africaine, mais je ne serai pas seul dans cet exercice. Je suis si bien accompagné ce jour. Lui, c'est Franklin Joël Momo, le directeur de la publication de Cameroun Business Magazine. Je crois, c'est ça? Afrique Business Magazine. Afrique Business Magazine. Bonjour, Franklin. Oui, bonjour, Pépin. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Vous savez, l'information, c'est un récit circonstanciel des faits et un intérêt humain. L'exigence de transmettre l'information est une priorité pour nous, journalistes, parce qu'il est question de construire l'Afrique à partir des informations qui permettent d'orienter et de comprendre comment fonctionne le monde. Permettez-moi également de faire une digression par rapport à mon propos d'introduction pour féliciter les femmes qui sont bien comportées lors de la journée du 8 mars, y compris leur façon. On a compris naturellement que ces femmes ont mûri, et y compris la société verticale informatique, le CFPD, dont on comprend naturellement que Mme Véronique Tchéocha, qui est leader dans son domaine, s'est battue pour démontrer que la femme a besoin de plus de soutien des autorités, des journalistes pour pouvoir s'imposer dans le contexte économique. Donc nous félicitons les femmes pour leurs efforts et les bravos. Vous avez parlé d'un nom tout à l'heure, on dirait que vous avez avalé ce nom. Vous parliez de qui? Vous savez, lorsqu'on parle des femmes qui se démarquent au quotidien, il y a Mme Véronique Tchéocha, qui est PDG de Verticale Informatique, qui est une structure qui fait dans une dynamique plein d'expertise, plein de rigueur, plein d'excellence pour faire avancer l'Afrique. Nous, en tant que journalistes, on n'a que l'obligation d'encourager ce genre de dames pour que l'Afrique puisse émerger, parce qu'on a besoin d'une Afrique forte avec des femmes fortes. Toutefois, vous voulez dire qu'elle n'a pas soulevé les cabas ce 8 mars? Non, c'est une femme très posée, très rangée, et c'est une femme très méthodique en fait. Alors, on prend une légère transition et revient calmement pour la première une. Merci donc à Marius pour cette brillante réalisation. Allons-y avec le quotidien Le Jour. Nos enfants parlent au Cameroun pour ouvrir ces unes. Le Jour donc en kiosque depuis quelques temps. Préparatif Cannes 2019. Ahmad dit ses vérités au Cameroun. Ainsi, en visite à Kigali, dont le président de la Confédération africaine de football a fait une déclaration sur la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Il faut dire, Franklin, qu'en ce moment même, le Premier ministre et chef du gouvernement serait attendu au stade, je crois, de Japoma. Oui, je pense que quand je sortais de chez moi ce matin, j'ai vu une grande délégation quittant de Bonanjo pour aller visiter les chantiers de Japoma. Cela démontre simplement que le gouvernement est en train de mettre sur pied toutes les dispositions pour que ce grand rendez-vous puisse être respecté. Encore faudrait-il que les éléments qui suivent la mise en place de ce processus puissent être respectés. Quand on sait qu'il y a des lenteurs bureaucratiques, la lourdeur administrative, mais cette démonstration du ministre justifie à suffisance que l'État du Cameroun est déterminé à pouvoir faire ce que cet événement qui honore l'image du Cameroun soit une réussite en ce plan international. Alors, est-ce que la pression de M. Ahmad n'est pas tout à fait justifiée quand on sait que depuis 4 ans, quand même, le Cameroun savait qu'il allait organiser une Coupe d'Afrique des Nations? Pourquoi, quasiment à moins d'un an de la compétition, aucun stade n'est sorti totalement de la tétère? Connaissez un peu les fonctionnements de la Confédération africaine de football. Il est tout à fait logique que le président de cette instance fessière africaine puisse frapper de la main sur la table quand il le faut, parce que c'est aussi l'image de la CAF qui en dépend. Ce que les gens doivent savoir, c'est que la CAN est organisée par la Fédération africaine de football et non les États. Les États sont une sorte font ce qu'on appelle l'accueil, mais l'organisation est gérée par la CAN. Il revient au président de la CAN au président de la Confédération africaine de football de mettre tout en œuvre pour s'assurer que le déroulement de cette échéance sera... Est-ce que c'est lui qui va construire les stades? C'est lui qui va construire les stades? C'est lui qui va construire les hôtels, qui va goudronner les routes, qui va chercher les véhicules, les cars qui devront transporter les différentes délégations? Est-ce que c'est la Confédération africaine de football qui devrait faire ça? Alors que dans les cahiers des charges, il revient à l'État de Cameroun de mettre tout en œuvre quand même. Je pense que dans le cahier des charges, il stipule certaines dispositions que le pays organisateur doit prendre en compte, doit respecter pour que, je veux dire, cet événement puisse avoir lieu. Il y a ce qu'on appelle les délais exécutoires en ce qui concerne la construction des infrastructures qui doivent avoir un impact sur la CAN, y compris, je veux dire, les éléments induits, à savoir le système hôtelier, le système de transport et tout. Donc, je pense, à mon humble avis, lorsque
un tel événement vous est confié, il vous revient de tout mettre en œuvre pour que le cahier des charges puisse être respecté. Sinon, à 10 minutes, il est possible que cette cadre-là vous soit retiré. De toute manière, le Cameroun a toujours surpris les gens par cette histoire d'être en retard partout. On ne comprend pas que 4 ans après que vous soyez au courant que vous allez organiser une compétition, vous soyez incapable aujourd'hui de mettre des stades et que les stades soient totalement finis, les routes sont même totalement détruites. Et on parle même des chefs de projet qui démissionnent, des autres qui viennent, on ne sait pas finalement ce que ça donne. Peut-être que le Premier ministre et chef du gouvernement, ces différentes visites dans les différents sites pourront apporter une quelconque pression pour permettre, pourquoi pas, aux travaux d'avancer. On laisse croire quand même qu'on peut être dans les normes, d'autant plus que le chef de l'État, le président de la République, a donné sa parole. Oui, je pense que les normes, c'est l'ensemble des éléments qui permet de caractériser un produit. Le chef de l'État a frappé la main sur la table et a dit que cette événement aura bien lieu. Et vous savez, on est dans un système beaucoup plus centralisé où les gens ont comme l'impression que lorsque ça ne vient pas du haut, on ne peut pas faire des efforts. Donc, on les voit sur le terrain s'agiter, ci et là. Comme vous dit qu'il va falloir que ça soit impulsé par le chef de l'État. Voilà comment fonctionne notre système. Il va falloir que nos dirigeants puissent comprendre qu'il n'y a pas que le chef de l'État qui doit impulser la dynamique de travail. Il donne juste chacun à son niveau doit apporter sa contribution. Donc voilà un peu les choses comme ça qui font qu'on dit que nous sommes dans une espèce d'immobilisme. Et nous sommes même arrivés à un moment où on avait fait quoi au chef de l'État qu'une élection présidentielle était prête. Malheureusement, la veille, il s'est rendu compte que rien n'a été fait. Il était obligé de renvoyer cette élection présidentielle de 2 semaines. C'est ça le Cameroun. Les gens se comportent comme s'ils étaient les étrangers dans leur propre pays. C'est vraiment très surprenant. Ce pays-ci ne cesse de surprendre. De toute manière, on a comme impression que pour une fois, on pourra organiser cette CAN sans toutefois avoir des couacs. Pourquoi pas? On a l'espoir. On va sortir de cette une de le jour. Parce que si on y reste, on pourra dire des choses qui vont énerver déjà. Alors, le quotidien de l'économie maintenant, également, en kiosque depuis quelques heures. Que dit donc la une de ce journal? Cameroun Business Forum, le secteur privé plaide pour un nouvel outil de production. En effet, alors que le gouvernement annonce le début du paiement de la dette due aux petites et moyennes entreprises dès le deuxième trimestre 2018, les entreprises souhaitent un accompagnement de l'État afin de renouveler les équipements indispensables à l'extension du marché hors des frontières camerounaises. Il faut dire que les assises se sont ouvertes hier dans un pays qu'on appelle Douala, au Cameroun, et dans une ville qu'on appelle Douala, présidée d'ailleurs par le Premier ministre chef du gouvernement. Alors, est-ce que cette dynamique qu'on a pu observer hier durant ces assises peut être matérialisée dans les faits? Je pense que c'est possible, tout dépend de la volonté politique. Il va falloir que nos dirigeants puissent être un peu sérieux parce que lorsqu'on fait une lecture globale de la géopolitique mondiale dans le domaine du business, tous les grands pays mondiaux se sont développés à partir des forums, des tables rondes qui permettent de structurer, de dynamiser, de valoriser l'image de son pays à l'extérieur. On a vu la Chine avec son fameux dumping, avec sa dynamique extérieure. On a vu le grand forum de l'agriculture qui se tient régulièrement à Paris. Donc il va falloir que nous puissions être un peu sérieux, que ça, au-delà d'un simple Cameroun Business Forum, que ça soit un business forum qui se matérialise sur les faits réels, sur les faits pratiques. Vous savez, l'économie, ça ne se raconte pas, ça se vit en fait. Si déjà on observe déjà une remontée assez objective d'une dynamique qui voudrait que quand un jeune veut créer une entreprise, que les facilités y soient accordées, là on va se dire que de manière pragmatique, va les effets réels de ce concept. Mais dans notre situation, on a un peu comme l'impression que tout ce qui se dit haut parfois ne se réalise pas tout bas, en fait. Et ça n'a pas un impact sur le produit intérieur brut. À travers le GICAM, il va falloir que l'État du Cameroun puisse trouver des formules qui s'imposent pour garantir un climat des affaires favorable à la dynamique économique. Un climat d'affaires qui encourage et qui incite les investissements, qui est l'élément fédérateur de la production et de la mécanisation de notre industrie. Si ce n'est pas le cas, s'il faut tout vociférer à travers du formalisme, je pense qu'on ne n'ira pas loin. Il faut qu'on soit un peu sérieux parce que le Cameroun, on s'est trop basé sur l'immobilisme, sur le discours, je vais dire, à outrance, mais qu'on soit un peu sérieux, parce qu'à un moment donné, chacun aura son mot à dire, parce que l'histoire retiendra que celui qui n'a pas bien fait n'entrera pas au Panthéon. D'ailleurs, vous voyez, ce Cameroun a d'ailleurs une dette intérieure assez élevée. Ces petites et moyennes entreprises ont pourtant besoin de vivre, et cette dette leur cause un sérieux problème. Peut-être que le chef du gouvernement qui a d'ailleurs donné sa parole en disant que le ministre des Finances est en train de mettre tout en œuvre pour que cette dette soit payée dans le prochain trimestre. On laisse croire que cela va effectivement se réaliser. On n'en dira pas plus sur cette une. En sorte là, on reste au Cameroun avec le quotidien national gouvernemental qui lui également est en kiosque depuis quelques heures. C'est Cameroun Tribune. Dette envers les petites et moyennes entreprises. On y revient quasiment. L'État va payer
C'est d'ailleurs la une des Cameroun Tribune qui nous apprend que le Premier ministre chef du gouvernement présidait donc hier à Douala la 9e édition du Cameroun Business Forum a rassuré que le MINFI allait donc accélérer le processus de règlement de la dette intérieure pour donner du 109 aux petites et moyennes entreprises. Est-ce qu'au-delà de donner ces 109 aux petites et moyennes entreprises, il n'y a pas lieu là d'un accompagnement par des experts qui sont souvent, il faut le dire, cadrés dans les bureaux? Dans les bureaux, on ne sait pas trop ce qu'ils font dans ces bureaux. Ce que je voulais dire, c'est que c'est l'État qui implémente la vision économique d'un pays. Et la dette intérieure, parfois, lorsque cette dette n'est pas payée à temps, ça impacte négativement, je veux dire, l'évolution et la flexibilité de l'économie. Je parle d'un accompagnement pas tout à fait financier, mais aussi intellectuel, technique. On a des experts qui pourront accompagner ces petites et moyennes entreprises dans leurs objectifs. Est-ce que ce n'est pas également un moyen de participer au développement d'une nation comme le Cameroun, au lieu qu'ils restent dans les bureaux et à longueur de journaux à triffonner les téléphones? Non, vous savez, nos administrateurs sont calqués sur un modèle post-colonial qui les oblige toujours à être de faire la longue bureaucratie et qui n'encourage pas, je veux dire, la dynamique économique. Vous savez, lorsque vous êtes dans un système où la bureaucratie est assez lourde, ça crée ce qu'on appelle des distorsions pour l'efficacité d'une économie qui se dit compétitive. Or, dans d'autres cieux, lorsqu'on regarde comment fonctionne le système bureaucratique, qui est par exemple le laboratoire de pensée où on essaie d'examiner la prospective économique, lorsque ces laboratoires de pensée qui sont comme des chevilles ouvrières pour dynamiser l'économie, si ce laboratoire peut déjà être un frein pour le développement, il sera très difficile que sur le terrain on puisse ressentir une certaine compétitivité. Donc j'invite nos administrateurs à être un peu plus sérieux quand ils sont sur des dossiers parce qu'à un moment donné, on s'est dit où est-ce qu'on s'en va. Quand vous avez des dossiers chez les administrateurs, sachez qu'on a besoin d'une flexibilité, on a besoin d'une rapidité dans l'exécution de ces dossiers pour que les entrepreneurs puissent être dans une possibilité d'être beaucoup plus opérationnels en termes de production, en termes de distribution, en termes de répartition des richesses. Donc, il n'y a pas économie sans l'État, il n'y a pas consommation sans une dynamique qui voudrait qu'on puisse protéger ce qu'ils produisent. Il n'y a pas État sans économie, il n'y a pas économie sans État, c'est vice-versa. Ça va ensemble et on va sortir de cette une des Cameroun Tribune pour convoquer tout de suite mutation également en kiosque, pas moindre d'ailleurs, cette une société d'État, ses poches de gaspillage ignorées, titre à l'amputation qui précise que la circulaire du Premier ministre chef du gouvernement signée dans le 23 février dernier s'apparente donc à une goutte d'eau dans la mer. À lire l'analyse d'un expert en finances publiques, c'est dit donc que finalement, toute cette signature du Premier ministre, cette circulaire qui limitait les missions des directeurs généraux et tout ça, c'était tout simplement du blabla, comme semble le dire Mutation ce matin. On trouve encore que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et bien sûr, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et il faut des réformes de profonde amplitude pour asseoir les bases d'une véritable modernité. Vous savez, le fonctionnement de nos États occupe plus de 70% du budget, et ce qui est regrettable. Où est-ce qu'on va prendre les moyens pour garantir la prospective, pour garantir l'investissement, quand on sait que le développement n'apporte rien, en fait. Vous voyez des gens qui sont dans les bureaux, lorsqu'ils se déplacent, c'est avec des délégations, les frais d'émission sont payés, et puis il n'y a pas des indicateurs qui permettent de mesurer l'apport en termes de production, en termes d'efficacité sur le terrain. Donc, voilà comment fonctionnent nos systèmes, et on aura toujours le temps d'aller faire recours au FMI pour prendre de l'argent que nous avons pris et qu'on n'a pas pu rembourser, et on est plongé dans une espèce de reproduction de la dette, alors que naturellement on pouvait faire mieux en évitant de dépenser autant d'argent, en trouvant des formules qui s'imposent pour produire les richesses, qui ne passent que par l'investissement et encourager les capitaux d'industrie pour qu'ils puissent être compétitifs. Parce que quand vous faites une remontée à l'extérieur, la Chine, par exemple, par rapport à son fameux dumping, a eu le soutien de l'État de la Chine. En fait. Donc, si l'État doit encourager le secteur privé, tous ces capitaines d'industrie à être plus compétitifs sur le marché national et international. Sans l'État, il n'y a pas une véritable action économique. Donc, il va falloir que l'État puisse réduire de manière remarquable le taux de consommation ostentatoire de tous ces ministères pour permettre de garantir la cumulation de recettes qui peut garantir une certaine prospective dans le but d'avoir dans le but d'accentuer la production. Or, dans ce contexte, on est dans une logique où tout l'argent est distrait par des fins assez occultes. Alors, je vais vous dire une chose, Franklin Joël-Momo, peut-être que vous ne le savez pas. Lorsque vous rendrez visite à un de ces directeurs généraux ou pas, lorsqu'il vous tend un carnet de carburant d'environ 300 000 francs CFA, imaginez-vous qu'il tend ce carnet-là à 6-7 personnes l'année. Vous pouvez imaginer ce que c'est en termes de frais de carburant qui sortent à travers des bons de carburant et qui sont distribués aux poches.
Bref, c'est dit qu'il y a surabondance. Et en réalité, ça ne devrait pas être le cas. Ça, c'est juste pour attirer l'attention de notre pouvoir public, pour trouver les moyens pour remettre un terme à de telles situations qui ne n'ont pas du tout notre pays. On sort de mutation maintenant. Allons-y avec The Guardian Post pour parler un peu des élections sénatoriales 2018. La Cour constitutionnelle mise donc à l'épreuve des dossiers des disqualifications des listes du RDPC. La Chambre devrait donc siéger sur les recours à l'annulation de certaines listes du parti au pouvoir. Vous croyez que cette Cour constitutionnelle aura le courage de disqualifier une liste du RDPC? C'est la question que je voudrais poser. C'est là où vous voulez absolument arriver de Guardian Post. Moi, je vous pose cette question maintenant. Oui, quand on regarde un peu la configuration de ces élections sénatoriales, on a comme l'impression que le RDPC, à lui seul, détient plus de 80% de marge de manœuvre pour pouvoir garantir, je veux dire, un succès assez éclatant en termes de nombre de conseillers municipaux sur le terrain. Donc, et quand on regarde aussi comment fonctionne l'opposition, on a comme l'impression que c'est une opposition qui est en perte de vitesse, qui a moins de chances pour pouvoir s'imposer. Et si le Conseil constitutionnel, qui est l'organe de régulation de ces élections, essaie de disqualifier certaines listes du RDPC, ça n'empêche en rien au RDPC d'avoir toutes ces marges de manœuvre. Mais ils auront quand même donné un coup de pouce à d'autres partis de s'offrir quelques sénateurs. Ça serait juste une occasion pour faire que ça soit une élection quand même équilibrée, que ça ne s'apparente pas comme si c'était simplement quelque chose qui est fait pour le RDPC. Donc je pense que la Cour a la capacité de pouvoir démontrer à suffisance, si les faits sont avérés, que les listes du RDPC, certaines listes doivent être disqualifiées. 9 666 conseillers municipaux que comptent donc les 362 communes au Cameroun. Il faut dire que le RDPC, en fait, l'opposition tout réunie n'attend pas le 1/5. Donc, il faut bien de dire de façon claire que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais peut déjà avoir l'assurance d'avoir tout au moins les 90% de tous les sièges. Sauf si le chef d'État les aide en les nommant alors cette opposition. Comme il a 30 sièges à nommer, donc il peut nommer 30 personnalités de l'opposition, ça fait quand même un Sénat équilibré, peut-être plus ou moins. On va y aller, c'était juste pour rire un peu. On sort de Guardian Post maintenant, allons-y avec Camer Info, qui va dans une série de faits divers. C'est un peu amusant, c'est une des Camer Info. Opération épervier Issa Chiroma Bakari, trahi par son secrétaire particulier. On ne sait pas exactement pourquoi cette trahi par son secrétaire particulier. Vous avez une idée? Non, je n'ai pas la capacité de lire dans la boule de cristal lorsqu'il s'agit d'une information que je ne maîtrise pas. Mon confrère sait sur quelle base il s'appuie pour essayer de passer cette information. Le métier que j'exerce m'oblige beaucoup plus d'équilibre, plus d'équité et plus de responsabilité dans l'interprétation de certaines informations. Nous avons essayé de chercher où venait la trahison. C'est vrai que nous n'avons pas pu trouver cette trahison-là, mais nous faisons confiance à ce confrère qui certainement a une information que nous n'avons pas. Et on continue toujours avec là. Hein. On dit Dionodore Kamdem donne sa part de vérité. Affaire d'escroquerie. Dionodore Kamdem donne sa part de vérité. Vous connaissez Dionodore Kamdem? Dionodore Kamdem, c'est un pasteur à un moment donné qui se faisait passer pour Jésus-Christ, pour d'aimer Jésus-Christ sur terre, donc qui a mis sur pied un concept pour essayer de... On ne parle pas comme ça des hommes de Dieu. Vous savez, quand vous voyez un peu comment fonctionne... On ne parle pas comme ça des hommes de Dieu. Permettez que je explique un peu. Je parle maintenant en tant que citoyen. Vraiment, on est dans un contexte où la misère abyssale atteint un niveau où les gens ont du mal à croire que le rêve ne peut plus exister. Les gens sont plongés dans une espèce de doute du genre où la seule solution pour eux, c'est de se replier dans les églises. Les églises où on trouve certains pasteurs qui se passent pour Dieu ou d'aimer Dieu ou d'aimer Jésus-Christ, ils ont plusieurs concepts qui illustrent leur façon de fonctionner. On est dans un contexte où les gens pensent que croire est impossible. Et c'est comme ça que ces pasteurs utilisent déjà le manquement de toutes ces personnes-là pour pouvoir se capitaliser en termes de fonds, en termes de richesse. Alors vous en avez une expérience? J'ai une expérience parce que naturellement, vous avez été mordu par ces pasteurs? Je n'ai jamais été mordu, mais j'ai fait une enquête très très poussée en ce qui concerne la compréhension de tous ceux qui se retrouvent dans les églises. Ceux qui vont dans les églises, c'est ceux qui ont des déséquilibres sociaux assez importants. Beaucoup ont perdu l'emploi, beaucoup n'ont pas de mari, bref, c'est des gens qui ont raté dans leur vie, oubliant qu'en se repliant à l'église catholique. Vous n'allez pas dire qu'il y a eu d'église. Aller à l'église, c'est ceux qui ont raté dans la vie. S'il vous plaît, dans la vie, je pense que... permettez, monsieur vous ne donnez pas du respect à ceux qui vont tous les dimanches prier leur Dieu. On ne part pas à l'église prier Dieu parce qu'on veut le travail. On va à l'église prier Dieu pour dire merci à Dieu d'avoir de la santé, de nous permettre d'être dans un système sécuritaire qui permet à ce qu'on puisse bien se mouvoir, et espérant qu'à partir de là, les choses peuvent changer. Dieu n'a pas dit d'aller... Vous allez voir ces églises, aux heures où les gens sont censés travailler, c'est là où ces églises opèrent. Dans la Bible, il est écrit que Dieu a créé le monde en 7 jours et se reposer le 7e jour. Donc, soyons un peu honnêtes, il y a un temps pour travailler, un temps pour honorer Dieu, en fait. De toute manière...
Jésus-Christ même priait tous les jours de son existence. Ça aussi, il y a des gens qui prient chaque jour, vous n'allez pas leur empêcher de prier. Empêcher de prier. Je n'ai pas dit que pécher, c'est un défaut. Naturellement, il faut prier pour être en conviction avec son propre Dieu, mais pas utiliser le temps qui est censé pour permettre de pouvoir travailler de l'argent pour la prière. En fait, ça commence à être suspect quand ça fonctionne ainsi. De toute manière, il s'agit juste d'être un peu ordonné. Hein. Vous pouvez être ordonné, c'est-à-dire en même temps, vous allez travailler comme je le fais en ce moment. En même temps, vous trouvez un temps pour prier. Je peux me mettre à prier après 11 heures. Je n'aurai plus de raison d'être puni par Afrique Média parce que je l'ai déjà fait. Ma tâche, c'est ce que je vous invite également à faire. Franklin Joël Momo, il est bon d'aller à l'église, il est bon de prier, il est bon de se soumettre à nos pasteurs d'ailleurs. Les pasteurs, ce sont les hommes de Dieu. Moi, j'y crois encore fermement. Alors, présidentielle 2018, les militants de Capral Libye séquestrés dans une cellule à Douala. Toujours cette une, Camer Info, merci beaucoup. Nous restons, c'est une qui est pleine quand même de faits divers. On parle des présidentielles 2018, les militants de Capral Libye séquestrés dans une cellule à Douala. Vous avez eu également vent des informations pareilles? Non, je n'ai pas eu vent de cette information, mais si c'est le cas, ça serait regrettable parce qu'on est dans un système apaisé, un système qui prône les valeurs telles que la liberté d'expression, la liberté de s'épanouir, la liberté de se déplacer. Donc, si c'est avéré, naturellement, ça serait un frein pour cette démocratie qui s'en honore par le Cameroun. Et Capral Libye est une dynamique jeune qui illustre la dimension du rêve dont je parlais sur ce plateau tout à l'heure. Donc, il va falloir naturellement, que si c'est le cas, vraiment que nous puissions faire attention si nous voulons garantir une prospérité pour notre pays, en fait. Je crois qu'il a lancé une opération, c'était 11 millions d'électeurs. Oui, ce que je voulais simplement dire par rapport à Cabral, par rapport à son concept de 11 millions d'électeurs. C'est un concept original d'ailleurs. Oui, mais sauf que Cabral s'est appuyé sur il a fait une transposition avec les élections en France, en fait, en oubliant que c'est deux contextes différents. C'est tout à fait normal et légitime pour un jeune comme lui ou pour tout jeune que nous sommes de penser ou de réfléchir, croire qu'on peut être un jour au sommet, car le sommet appartient à tout le monde. Tout le monde est si tout le monde a la capacité d'être au sommet, je pense que c'est tout à fait légitime. Mais ce que j'implore par rapport au concept de Cabral, c'est des improvisations introspectives, à tort ou à raison, que j'ai dit souvent sur ce plateau. Évitons de faire ce qu'on appelle la course contre le temps. Le temps n'aime pas la course contre... Le temps, c'est la programmation et c'est l'anticipation. Si Cabral avait préparé cette initiative il y a 3 ans, je pense qu'il aura plus le temps de maturer ce projet, de bien informer la population jeune, de prendre tout son temps pour véhiculer le message. Parce que la communication, c'est un système qui prend en compte la compréhension sociale pour imposer le support qu'on veut mettre en place. Donc, Cabral est sur un bon chemin. J'ose croire que je juste le bon vent. Mais ce que je lui reproche, c'est que d'être entré dans un système très... D'avoir coulu dans le sac. Dans le sac, vous avez dit, de toute manière, il vous écoute et il va certainement mettre en pratique les petites consignes que vous lui avez données sur ce plateau. On sort de là maintenant. Alors au Tchad. Alors au Tchad avec Tchad Info. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Tchad, États-Unis. Le Tchad de poulet sont sortis de la liste noire des États-Unis rapidement. Rex Tillerson, c'est d'ailleurs lui qui le déclare. Arrivé donc hier au Tchad, dans le cadre d'une tournée africaine qu'il a d'ailleurs entamée le 6 mars dernier. La visite du secrétaire d'État américain aura duré quelques heures seulement. C'est d'ailleurs une visite éclair d'après nos confrères et qui a donné lieu à la rencontre entre le chef de l'État tchadien et le chef de la diplomatie américaine. Parmi les 5 étapes donc que devrait parcourir Rex Tillerson en Afrique, l'étape tchadienne paraissait très intéressante, d'autant pour 2 raisons au moins. Le Tchad exclut d'ailleurs des visas pour les États-Unis. Et puis le Tchad stigmatisé à un moment donné par Donald Trump comme ayant à sa tête un président corrompu. Alors, est-ce que cette visite-là, au terme de cela, vous pouvez lire toute l'importance qu'il y avait quand même que les États-Unis renouent avec le Tchad? Tillerson est en mission commandée par Donald Trump. Vous savez, Donald Trump est un président un peu qui a une posture et pas très compréhensible de sa propre communication. Il est un peu agité quand il émet des propos. Et un personnage controversé. Tout le monde sait que sa communication relative aux pays africains n'était pas bonne ces dernières années. Il était question pour lui, à travers la visite de son secrétaire d'État, de trouver un apaisement diplomatique pour démontrer aux Africains la vision que les États-Unis pensent de cette Afrique, dans une vision d'apaisement, une vision de compréhension du bon sens, une vision qui voudrait que les pays qui ont été interdits d'accès aux États-Unis, que certains pays puissent être exclus dans cette liste, une visite qui s'inscrit également dans une logique qui voudrait que l'Afrique puisse être l'un des partenaires les plus importants des États-Unis. Quand on sait que la Chine a préempté tous les marchés africains, la Chine aujourd'hui est leader, est le premier prestataire en Afrique. Revenez sur les États-Unis. La Chine, on y viendra après. Donc, à mon humble avis, cette visite s'inscrit dans une démarche assez politique. Parce que les États-Unis ont compris que l'Afrique... Est-ce que c'était une espèce de rattrapage que venait faire Rex Tillerson au Tchad
venait tout simplement se racheter du fait que son président s'était laissé un peu emporter. Oui, les États-Unis se sont rendus compte qu'une mauvaise communication peut poser un problème diplomatique envers leur propre pays. Donc, il était question que le président de Donald Trump puisse envoyer en mission son secrétaire d'État pour trouver des formules d'apaisement par rapport à la diplomatie américaine vis-à-vis de l'Afrique. Lors de ces interventions, pour ceux qui ont bien compris, il a dit que les États-Unis d'Amérique sont les premiers fournisseurs d'aide en termes humanitaires en Afrique. Les États-Unis ont donné une subvention, bref, un soutien de 65 millions d'euros pour soutenir la force G5 Sahel. Les États-Unis vont tout faire, vont tout mettre en œuvre pour que l'Afrique soit un partenaire privilégié en termes d'exploration, en termes de dynamique économique, en termes de prospective. Donc, connaissant déjà que l'Afrique a plus de 3,2 milliards d'habitants, avec un PIB combiné qui avoisine des centaines de milliards de dollars, avec un sous-sol assez très riche, les États-Unis ont compris qu'il était question de tout mettre en œuvre pour soigner son image vis-à-vis de l'Afrique. Sinon, son image devait être beaucoup plus reculée par rapport aux concurrents chinois qui a préempté les marchés africains par sa politique de proximité à grande échelle. Donc, à travers cette logique, on voit un Donald Trump qui veut se remettre dans sa posture d'un véritable chef d'État, qui veut converger avec tous les Africains. Alors, il faut remarquer qu'avant le départ de Rex Tillerson des États-Unis, avant qu'il ne quitte le sol américain, il avait déjà annoncé une aide de 533 millions de dollars d'aide aux victimes de ces chefs de guerre en Afrique. Donc, c'était pour lui peut-être une entrée en grande pompe lorsqu'il venait en Afrique. Mais ce qu'il faut remarquer avec vous, Franklin, est-ce que finalement, cette étape tchadienne, j'insiste un peu sur cette étape tchadienne parce que quand vous regardez l'étape d'Addis Abeba, forcément, il y a le siège de l'Union africaine où il est allé rencontrer Moussa Faki Mahamat et bel et bien le président éthiopien, le premier ministre éthiopien également. Vous allez voir également de toutes ces étapes, l'étape tchadienne paraît intéressante. Est-ce que finalement l'implication du Tchad dans cette lutte contre le djihadiste ne séduit pas aussi les États-Unis, même si à un moment donné, les Américains ont cru mettre le Tchad dans le panier? Donc, je pense que naturellement, s'il faut parler du Tchad, vous savez, Idriss Déby, depuis ces dernières années, a fait montre d'un engouement, d'une détermination pour démontrer que naturellement l'Afrique doit s'unir, l'Afrique doit converger, trouver le juste milieu pour juguler la montée exponentielle de tous ces djihadistes. L'Afrique doit tout faire pour que son image puisse être valorisée sur le plan international. Certains ont pris cette façon de faire dans du bon sens, d'autres ont pris du mauvais sens. Ceux qui ont pris du bon sens ont cru plutôt que le Tchad ne facilitait pas une collaboration assez stratégique par rapport à la lutte contre le terrorisme. Voilà, je veux dire, l'implication, voilà la communication que Donald Trump a évoquée par rapport au Tchad. Le Tchad n'a pas participé de manière efficace pour donner des informations pour lutter contre le terrorisme. Je pense que cette visite vient résoudre. Ce qui était très paradoxal. Donc, on comprend naturellement que le Tchad est un enjeu majeur par rapport à sa position sur le plan africain, par rapport à le temps que le Tchad donne. Et puis, il est question pour les États-Unis de passer le même Tchad pour faire passer la voix à tous les Africains que si on a réussi à convaincre le Tchad, si on a réussi à vous démontrer naturellement que le Tchad doit être dans son droit sur le plan diplomatique, cela suppose naturellement que les États-Unis envoient un message aux autres pays africains que, comme c'est le Tchad, demain c'est aussi vous, donc nous sommes dans une détermination à pouvoir faire la paix avec tous les Africains. Alors, il y a quand même eu 5 pays qui ont été choisis. Est-ce que c'était un fait du hasard, ces 5 pays? Vous avez le Nigeria, vous avez le Tchad, vous avez le Kenya, vous avez bel et bien Addis Abeba, l'Éthiopie, et je crois que vous avez un autre 5e pays. Est-ce que c'était des faits du hasard? Est-ce que le Djibouti, voilà, est-ce que c'était des faits du hasard, ces choix? Non, vous savez que les États-Unis détiennent une base militaire importante à Djibouti depuis le 2001 même. Donc il était question à travers cette visite. C'est d'ailleurs la plus grande base militaire américaine en Afrique. Donc, et également, sa visite, je veux dire, au Kenya, c'est une visite aussi stratégique, puisque le Canada sort d'une élection assez chaotique. Il était question pour les États-Unis de chercher une possibilité pour pouvoir apaiser, je veux dire, ces élections. Et d'ailleurs, quelques heures avant l'arrivée de Rex Tillerson, il y a eu apaisement. Il y a eu apaisement, donc au Kenya, c'était stratégique. Bon, au Tchad, c'est beaucoup plus sécuritaire par rapport à tout ce problème de terrorisme qu'on évoque. Donc, en fait, ces pays n'ont pas été choisis au hasard, c'est parce que c'est des pays qui avaient occupé un moment des positions assez sensibles. Il fallait qu'ils passent dans ces pays pour donner le ton de la politique américaine par rapport à ce que ces politiques pensent à tous ces pays dont le président, dont son secrétaire était en train de traverser.
Alors, si on parle un peu des approches des deux chefs d'État, d'ailleurs, l'approche Obama et l'approche Donald Trump, est-ce qu'il y a une différence? C'est dans la continuité où il y a une différence. Il faut juste remarquer qu'Obama a attendu 6 mois pour faire son premier voyage au Ghana. 6 mois après qu'il arrive au pouvoir, son premier voyage était au Ghana. Donald Trump, lui, a attendu un peu plus d'1 an pour envoyer son secrétaire d'État maintenant en Afrique. Lui-même, on ne sait pas s'il viendra un jour. Alors, dans l'approche de ces deux chefs d'État, on est dans la continuité ou alors il y a quelque chose qui diffère? Je pense qu'au-delà de tout ce qu'on dit sur ce plateau régulièrement, il faut savoir naturellement que les États n'ont pas d'amis, les États, c'est les intérêts surtout. Et en matière de politique internationale, ce qui prime, c'est les intérêts des États en fait. Lorsque la diplomatie d'un pays comme les États-Unis se rend donc compte que son image est menacée à l'extérieur par rapport à la prééminence politique, militaire et tout, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déploie pour démontrer aux yeux du monde entier que non, elle est là, elle reste la plus grande puissance. Maintenant, le distinguo qu'il faut établir entre le président, je veux dire, Obama et l'autre, c'est qu'Obama est un fin politicien, très rangé et très méthodique. Or, celui-ci fait un peu dans une espèce d'improvisation. Je parle du président Donald Trump. Et lorsque vous fonctionnez dans l'improvisation, ce que j'aime souvent décrire sur ce plateau, l'improvisation ne peut qu'accoucher d'un concept qui n'a pas de substance. Là, je suppose que vous n'avez pas eu le temps de mûrir votre concept. Or, la programmation voudrait qu'on prenne du temps pour structurer une vision avant d'asseoir un projet. Donc, la différence qui existe entre les deux chefs d'État, c'est que l'autre était beaucoup plus procédurier, il était beaucoup plus bureaucratique, il avait une vision, il avait un programme et tout. Celui-ci, il agit comme si, à un moment donné, bon, il suffit qu'il se lève le matin, il apprend qu'il y a quelque chose passé de l'autre côté ou de l'autre côté du continent. Il commence dit des choses, après il vient dire qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il faut remarquer quand même que sous le règne d'Obama, l'aide au développement des pays africains a augmenté de 70%, ce qui n'était jamais le cas aux États-Unis. Et ça, c'est depuis 2011, parce que l'Afrique a raflé presque tout aux États-Unis, passant même devant l'Asie. Mais vous avez parlé de la Chine tout à l'heure. Pour parler un mot sur la Chine, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique, c'est quand même 300 milliards de dollars américains chaque année. Est-ce que les États-Unis pourront faire mieux? Oui, ce que je vais dire, c'est que j'ai dit tantôt ici, tout à l'heure, que l'Afrique a plus de 3,2 milliards d'habitants. Un PIB combiné à des centaines de milliards de dollars. Un marché ouvert en termes de consommation, en termes de matières premières. Donc, cette Chine, dans sa logique de dumping, est dans le même schéma anticipé, garantit la proximité, même si les contrats... Est-ce que les États-Unis pourront faire mieux? Oui, c'est vrai. Si vous avez lu l'intervention du président du secrétaire d'État américain en Éthiopie, il a dit tous les contrats que les Chinois signent avec les Africains, c'est des contrats opaques. Parce que comment comprendre que... Il a dit que ça ne créait pas d'emploi. Ça ne créait pas d'emploi. Et mécaniquement, en tant qu'analyste économique, je me rends donc compte que ce message tient. Parce que la Chine a mis sur pied une banque de financement des projets en Afrique. Là, je suppose qu'on vous donne. C'est-à-dire qu'ils mettent construire des routes. Des routes. Ce sont eux qui vous fournissent des ingénieurs et tout. Et en termes de consommation de la valeur ajoutée, essayez de voir comment les Chinois fonctionnent dans tous les pays où ils se trouvent. Dans un appartement, ils se trouvent au moins à 10, 15. Ils mangent chinois. Ils ne créent pas la valeur ajoutée dans un pays où ils se trouvent. Donc cela démontre qu'il faut réfléchir sur la méthode chinoise pour comprendre si vraiment est-ce que cette méthode est bénéfique pour les Africains. Alors on attend donc la méthode américaine, peut-être qu'elle sera mieux. Hein. En Afrique, pour le moment, la Chine se démarque quand même avec ces échanges commerciaux qui, je voudrais vous dire, ces chiffres évaluent déjà les 300 milliards d'euros. Ce n'est pas évident et ce n'est pas un. Peut-être que les Américains pourront faire mieux, mais encore là, il faudra que les Américains s'intéressent vraiment à l'Afrique. Est-ce que vous avez comme impression que les États-Unis s'intéressent à l'Afrique? Là, à l'heure, à partir du fait que le monde est en train de bouger, l'Afrique est au centre de toutes les préoccupations géostratégiques en termes d'équilibre macroéconomique. Parce que l'Afrique regorge les matières premières dont toutes ces puissances ont besoin. Or, les États-Unis ont compris naturellement que... ils ont fait un peu l'immobilisme, ils sont appuyés sur eux-mêmes en disant qu'à partir de leur politique, ils pouvaient tout faire parce qu'ils détiennent la monnaie. Or, vous savez, en matière économique, l'arme monétaire est une arme capable de pouvoir déstabiliser toutes les stratégies. Mais encore faudra-t-il que cette arme puisse être efficace dans le temps, dans l'espace, avec une Chine qui a une monnaie très dépréciée, une monnaie très dépréciée par rapport au dollar, par rapport à la parce qu'elle s'est dit, elle est une économie diversifiée, elle a une population forte, elle a fait son dumping, et même si sa monnaie n'est pas dépendant des réserves d'échange, elle peut s'imposer autrement. Et c'est ce que la Chine a donc fait. Et c'est ça qui fait que les Américains ont compris qu'il fallait qu'ils procèdent autrement, en trouvant d'autres formules ou une nouvelle approche pour pouvoir contenir. Donc vous voulez dire que les Américains s'intéressent déjà à l'Afrique? Bien sûr. Sauf qu'on va remarquer quand même que c'est un peu plus de 9 mois. Donald Trump n'a pas encore nommé un secrétaire d'État
en charge des affaires africaines. Et bien plus encore, il y a 8 pays en Afrique qui n'ont pas encore les ambassades américaines, parmi lesquels l'une des plus grandes économies. Je voudrais citer l'Afrique du Sud, par exemple. Vous avez l'Afrique du Sud, vous avez la Somalie, et la République démocratique du Congo. C'est quand même des pays qui sont assez immenses et qui constituent des véritables viviers économiques. De toute manière, on y reviendra probablement. On sort une de Tchad Info, on a assez parlé là du Tchad. Les dépêches de Brazzaville maintenant, c'est au Congo, Brazzaville, c'est une Brazzavilloise sur notre petit écran. Diplomatie, Ziaouyong. C'est d'ailleurs là l'ambassadeur de Chine. Ce nom, j'ai de la peine à lire ce nom. Hein. Je crois que ma langue a failli d'ailleurs sauter. Ziaouyong. Vous allez m'excuser si je ne parviens pas. J'ai accompli fidèlement ma mission au Congo. C'est ce que dit l'ambassadeur de Chine qui part d'une mission de 2 ans et demi dans ce pays qu'on appelle le Congo. Vous venez de dire tout à l'heure que la Chine marque quand même sa présence en Afrique, même si on peut croire que cette Chine-là ne crée pas d'emploi, mais elle est présente. Oui, ce que je veux dire, c'est que la Chine a compris que sa diplomatie, pour permettre à ce qu'elle puisse être plus forte et qu'elle puisse être beaucoup plus dynamique à l'extérieur. Et l'inverse, c'est que nos dirigeants africains utilisent les ambassades africaines à l'extérieur comme une sorte je veux dire, je ne sais pas quel terme utiliser, une forme de bureaucratie qui illustre ou qui symbolise le fait que le pays soit représenté dans un pays. Bien au-delà, une mission diplomatique, une ambassade a pour vocation de chercher des concepts qui favorisent le développement d'un pays dans un point donné de manière précise, de manière efficiente, de manière efficace. Mais quand on regarde comment fonctionnent nos ambassadeurs en Afrique, dans les pays développés, c'est la bureaucratie. Ils attendent le jour de la fête nationale pour inviter, je vais dire, le peuple issu de la communauté à pouvoir fêter autour des whisky. Non, appelez les téléviseurs, appelez les caméras. Les ambassadeurs africains à l'extérieur doivent savoir, leur mission, ce n'est pas la bureaucratie. Leur mission, c'est de trouver les joint ventures, les consortiums capables de faire venir, je veux dire, les capitaines d'industrie des pays dont ils représentent à pouvoir négocier des ouvertures avec les pays extérieurs. C'est ça la mission diplomatique. Mais si on demande à nos ambassadeurs africains, quel est votre bilan? Je suis convaincu que pour la plupart, c'est du formalisme. Ils n'ont pas de bilan. Ils vont vous dire qu'ils ont rapatrié les corps. Par contre, lorsqu'un ambassadeur comme de France, comme des États-Unis au Cameroun, mais la mission a sorti d'un plan de développement assez important, tout fait pour améliorer la dimension économique entre l'échange entre deux pays, améliorer le bien-être des populations. C'est clair. Et il y a un instrument de mesuration qui peut de juger s'il a fait ou il n'a pas fait. Mais dans le concept, non, on nomme pour nommer et puis le temps passe, on vieillit, les choses n'avancent pas. On dit qu'on est ambassadeur. Et puis un jour, on se rend compte que vous avez détourné, on dit qu'il est pévier, on vous prend, on vous jette dans une prison où vous êtes calomnié. Nous sortons de cette une, allons-y avec deux reporters. Également, qui cette semaine, c'est une qui nous vient de l'Éthiopie. Et d'ailleurs, l'Éthiopie, où d'ailleurs on a consenti ce bal diplomatique. Il faut le dire, c'est le tout premier pays qui a accueilli ces gens que vous regardez très bien devant votre petit écran. Le prince, l'aigle, l'os, pour illustrer alors chacune des personnalités en visite à Addis Abeba. Le prince, c'est qui? Celui des Émirats Arabes Unis. L'ours, c'est qui donc? C'est le soviétique ou le russe, ou alors, et l'autre là, l'aigle, c'est qui? De toute manière, Franklin, qui est l'ours, qui est l'aigle, qui est le prince? Je n'ai pas à répondre à cette question. Hein. J'ai pas, de toute manière, on sait qu'il y a un prince saoudien qui est là. Le reporter précise que la capitale éthiopienne était occupée à l'accueillir 3 ministres d'affaires étrangères. Ce fut donc une semaine plutôt exceptionnelle qui a vu l'arrivée des meilleurs diplomates des États-Unis, de la Russie et des Émirats Arabes Unis sur le sol africain. Mais ce qui m'intéresse un peu, c'est la présence russe également. Tandis que les États-Unis sont, la Russie vient également. Et c'est une continuité de cette guerre froide qui se poursuit en Afrique. Mais c'est que, naturellement, vous savez, l'extérieur puise leur énergie économique sur l'Afrique, parce que l'Afrique regorge beaucoup de matières premières capables de faire bouger l'économie mondiale. Bon, ce qui me choque par rapport à cette situation, c'est que l'Afrique n'a pas su profiter de toute cette mutation économique. L'Afrique n'a pas su se positionner parce qu'elle est restée elle-même sur place, elle n'a pas su se distancier, trouver des formules pour améliorer son existence. Elle est restée toujours dans une espèce de dominance en mettant en exergue le misérabilisme, excusez-moi l'expression en fait. Une Afrique qui regorge toutes les matières premières, qui regorge des compétences assez remarquables, mais c'est encore la même Afrique qui est l'expression d'une corruption, l'expression du management ou le fonds de roulement
est à 80% par rapport au fonds qui était destiné à garantir l'investissement, où il n'y a pas les équilibres permettant de garantir une véritable industrialisation. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise en fait? Donc on n'a que nos yeux pour pleurer. À travers tout ce genre de ramdam où la Russie se positionne, vous comprenez directement que les grandes puissances ont compris que leur intérêt réside en Afrique. Il y a quelque chose, qui se cache en Afrique. En L'Afrique au XXe siècle est le continent de l'avenir. Alors maintenant qu'il y a ce balai qu'on constate, est-ce que ça ne revient pas aux Africains maintenant d'être assez intelligents, de tirer également leur épingle du jeu, parce qu'il y a quand même aussi des choses à tirer de ce côté-là. Les Américains, tout comme les Russes, peuvent nous offrir des choses aussi. Mais je pense que ce qui nous tue beaucoup plus en Afrique, il faut que je vous dise la vérité. Le problème de fond, ce n'est pas le fait qu'on ne soit pas capable de pouvoir tenir. C'est le fait qu'il y a certains Africains qui plaident le flanc à la prééminence extérieure. Dans cette Union africaine, il y a beaucoup de traîtres parmi, laissez-moi l'expression. Quand on veut prendre une décision à l'unanimité, beaucoup sont dans les couloirs, ils font tout, ils ne faut pas trahir. C'est les traîtres qui n'aiment pas l'Afrique en fait. Donc on a besoin des leaders charismatiques, des leaders qui travaillent pour l'Afrique, les leaders qui sont capables de converger pour trouver des formules à partir de l'Union africaine, pour que quand il y a des situations où l'image de l'Afrique doit être mise en exergue, que ce soit d'un même ton. Mais dans notre contexte, c'est une Union africaine. C'est des leaders qui n'ont même pas une vision qui converge vers l'avenir. C'est des visions divergentes. Et c'est difficile d'établir le juste milieu dans ce genre de situation. Et ça pose le problème de leadership dont je parle régulièrement sur ce plateau. Nous allons malheureusement sortir de ce programme d'un dernier mot avec la une de The New Time. Rapidement pour sortir avec cette une. À la une dans The New Time, Paul Kagame, l'énergie solaire est une solution au changement climatique. C'était donc au cours des assises de la conférence de l'International Solar Alliance à New Delhi en Inde. Il s'agit au fait d'une coalition des pays riches en ressources solaires qui cherchent à répondre à leurs besoins énergétiques particuliers et qui fournira donc une plateforme de collaboration pour combler les lacunes identifiées grâce à une approche commune. Paul Kagame a-t-il raison ou pas? Mais Paul Kagame a-t-il raison? Parce que quand vous regardez Paul Kagame aujourd'hui, ce n'est pas un enfant de cœur. Aujourd'hui, il préside l'Union africaine. Et je suis convaincu qu'un disciple, vous allez constater comment les choses vont changer. Quand vous allez au Rwanda, je n'ai pas la chance d'aller au Rwanda, mais j'ai des amis qui sont partis au Rwanda, ils m'ont rapporté comment ça fonctionne là-bas. Le Rwanda, aujourd'hui, qui était l'un des pays les plus pauvres au monde entier, un pays qui sort du génocide, mais est classé parmi les meilleurs pays africains, les 5 meilleurs pays africains qui sont dans une dynamique d'excellence. Au Rwanda, il n'y a pas de poubelle en route. Au Rwanda, on ne jette pas les choses. Le Rwanda, c'est un peu comme l'Afrique du Sud, en fait. Donc, il faut que l'expérience du Rwanda, à travers Paul Kagame, puisse inspirer nos dirigeants qu'il est possible de tout faire pour améliorer le bien-être de nos populations. S'il n'y avait pas la corruption, s'il n'y avait pas le détournement de fonds publics, si les gens ne pouvaient pas garder l'argent à l'extérieur, s'il y avait vraiment la prospective, vraiment, l'Afrique sera mieux. Mais on a des leaders qui ne sont pas charismatiques, qui font dans l'ego surdimensionné, qui travaillent pour leur ventre et non pour l'intérêt de nos peuples. Voilà pourquoi tout le monde est sur le même système. Ça sera la vôtre, le mot de fin. Franklin Momo, on a du mal à vous arrêter quand vous prenez déjà la machine à bavarder. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir accordé un peu de votre temps pour suivre avec nous cette une que nous avons pu décrypter pour vous avec beaucoup d'attention. D'ailleurs, Franklin, merci également d'être venu sur ce plateau. Merci Pépin, merci à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Tous les jours, on se bat pour avoir le même niveau. Tous les jours, on se bat pour que ces téléspectateurs puissent être dans une mouvance d'excellence pour faire avancer les choses. Nous allons dire merci à la réalisation assurée par Marius, à la prise de vue de son et bel et bien toutes les autres qui ont dû travailler pour la mise en musique de ce programme. Excellente journée à l'écoute des programmes d'Afrique Média, mais ne quittez pas parce que l'actualité, c'est tout de suite.